Mémoire d'un continent, Elikam Boukolo. Le Her Issa, une démocratie endogène africaine. Depuis le milieu des années 80, ça fait déjà 30 ans, l'Afrique a vu s'effondrer successivement tous les régimes autoritaires et despotiques qui s'étaient mis en place au lendemain des indépendances. Depuis cette époque, donc 3 décennies à peu près, la question de l'état de droit, de la démocratie, de la démocratisation est une question qui parcourt tous les mois, toutes les semaines et toutes les années qui se déroulent sur le plan politique en Afrique. Autour d'un certain nombre de questions, l'Afrique doit se démocratiser, tout le monde est d'accord. L'Afrique peut-elle se démocratiser ? Tout le monde ou presque répond oui. Et si oui, comment va-t-elle le faire? Ou certains disent comment doit-elle le faire? Doit-elle suivre le modèle, comme on dit, démocratique établi, celui des pays occidentaux, Europe, Amérique du Nord, ou répondent d'autres, essentiellement parmi l'intelligentsia africaine et l'intelligentsia même des pays occidentaux les plus avancés, disant que l'Afrique recèle des ressources propres pour son développement démocratique et qu'elle doit inventer, peut-être adapter, actualiser, revitaliser des règles et des pratiques établies dans un passé relativement ancien. Et ce questionnement est justement au cœur d'un livre qui vient de paraître sous la plume de Ali Moussa Iye, sous le titre Le verdict de l'arbre, le Her Issa, essai sur une démocratie endogène africaine. Ce livre, Ali Moussa Iye, a une histoire un peu étrange dont je voudrais que vous nous donniez l'explication. Vous indiquez que à l'apparition de la première édition en 1990, il n'a pas été bien reçu, mais que avec le temps, il y a eu une demande de ce livre, autour, j'imagine, à la fois de l'enjeu culturel et de l'enjeu politique. Oui, tout à fait. Ce livre est le résultat donc d'une recherche de mon doctorat en sciences politiques que j'avais fait dans les années 80. Et effectivement, quand il était sorti, autant les gens étaient contents que ce travail pionnier ait pu être fait sur un sujet, le Her, qui est vraiment important, dont tout le monde parlait, et que c'est vraiment le premier travail pionnier sur ce sujet. Mais en même temps, comme j'ai touché à des sujets très délicats comme discuter et interpréter les légendes sur les origines des différents clans qui constituent la confédération tribale des Issa, on m'a reproché d'avoir remis en cause l'affiliation et comme un peu partout, de ce petit polémique a recouvert tout l'ensemble et l'intérêt du livre. Et les gens ne parlaient que de cette polémique. Moi-même, il fallait que je réponde continuellement, j'étais interpellé. Et souvent, les gens avaient perdu de vue l'importance de ce livre qui, comme vous l'aviez dit, avait une partie historique qui faisait le point sur l'histoire du peuple couchitique et une partie plus anthropologique, juridique qui réellement décrivait un système qui n'a pas encore été suffisamment étudié jusqu'à maintenant. Et bien sûr, 20 ans, maintenant c'est plus de 20 ans, 23 ans, 24 ans après sa parution, les gens se sont rendus compte quand même que ce livre-là avait ouvert une brèche pour une meilleure connaissance sur les systèmes endogènes de démocratie et de prise de décision et de consensus qui existaient dans notre région et qui pourraient peut-être aujourd'hui servir du moins des sources d'inspiration pour un certain nombre de mécanismes démocratiques. Alors, en effet, c'est une pratique, ce sont des règles qui régissent les sociétés somalies qui se trouvent à la fois dans notre Somalie d'aujourd'hui, mais aussi dans une partie de l'Éthiopie et également à Djibouti. Donc, c'est un mécanisme, on va dire, transfrontalier parce qu'il est antérieur au système colonial et au découpage du territoire. Alors, vous expliquez que le mode de vie pastoral implique un certain nombre de règles contraignantes pour vivre ensemble. Tout à fait. Le mode de vie pastoral c'est un mode de vie basé sur la gestion de la pénurie. Il faut gérer les conflits autour des puits et des pâturages. Donc, c'est toujours les sociétés guerrières
telles que les pasteurs, qu'implique le pastoralisme, qui sont aussi les sociétés qui ont développé les règles et les mécanismes de régulation de conflits les plus perfectionnés. Et donc le Her en fait partie en fait. Oui, alors ce vie pastorale oblige donc à développer une sécurité militaire, une sécurité, à développer une solidarité, parce qu'il y a des moments où la vie n'était pas facile à vivre, et à développer en fait une capacité de pouvoir gérer et de pouvoir satisfaire, répondre aux besoins d'expression individuelle des groupes ou même des individus qui sont en général des individus armés. Donc il fallait développer un système de prise de décision consensuelle qui puisse éviter l'usage ou le recours aux armes. Et c'est le Her n'est rien d'autre qu'une réponse à cette situation-là. Alors, du coup, donc, on peut parler de tradition, mais en sachant que c'est pas des traditions culturelles en l'air, c'est lié à un mode de vie, et on verra justement que ça peut poser quelques difficultés. Mais alors, dès lors que vous rattachez ça à un mode de vie, pour l'historien, on va vous demander aussi, bon, est-ce qu'on sait à peu près de quand date ce Her, Issa? Oui, avant d'arriver aux méthodes de datation que j'ai utilisées, je voulais dire que le Her, Issa, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas non plus le produit de, comme on dit, des bédouins, des nomades comme ça, dans la brousse. En fait, le Her a été constitué à la suite de la décadence des cités florissantes de la Corne de l'Afrique, surtout sur la mer Rouge, Zeila, Berbera, Harar, où en fait ces cités-là, par une décadence multiple, sont devenues des cités qui n'étaient plus sûres. Les murs qui les entouraient ne servaient plus à arrêter les invasions, et qu'il y a eu une période où la Corne de l'Afrique a connu vraiment toutes sortes de troubles, de bouleversements très 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 graves. Et le Her est une réponse à cette récomposition, à cette retribalisation. Des gens ont quitté la ville pour redevenir des nomades parce qu'ils retrouvaient leur clan originel. Et le Her Issa est le contrat qui a dit réunissons-nous, mais autour de la loi qui puisse nous protéger. C'est pour ça que je dis toujours, ce n'est pas les Issa qui ont fait le Her, c'est le Her qui a fait les Issa. Et alors, ça serait vers quelle époque à peu près? Alors, d'après les calculs, c'est à peu près la deuxième moitié du XVIe siècle que le Her a dû être établi. Comment nous avons fait? D'abord, on est parti de la généalogie des clans. On est parti de la généalogie des grands fondateurs de Her dont on connaît à quel clan il appartient, et on a essayé de retrouver jusqu'à quel père, à quel niveau de la généalogie il remontait. On a aussi utilisé la longue liste des ougas, des rois de Her, dont on connaît certains les datations, et en tout cas on a la longue liste de 19 ougas qui ont régné depuis la création de Her, et tous ces calculs nous ont amenés, en utilisant les calculs pour entre une génération, 33 ans, nous ont amenés au fait que le Her pu raisonnablement être créé à deuxième moitié du XVIe siècle, qui justement, et là on a les preuves historiques par les écrits, et le siècle vraiment des grands troubles c'est notre Moyen-Âge d'une certaine manière. Les siècles obscurs. Le siècle obscur. Il y avait aussi des grandes pandémies, il y a eu des grands troubles, par exemple c'est le siècle où les Oromos sont partis par exemple du sud pour venir un peu occuper l'ensemble de ce qui est aujourd'hui l'Éthiopie, et c'est une période où les cités se sont complètement disloquées, et où de la citoyenneté des cités, on est revenu à la retribalisation. C'est important ça, parce que souvent, on croit qu'il y a une linéarité, qu'on passe des tribus vers les citoyennetés. Non, parfois, il peut y avoir des va-et-vient. Et c'est le cas de ce qui s'est passé dans la Corne de l'Afrique. Des grandes cités où il y avait une certaine citoyenneté qui s'était créée à Harar, à Zeila, à Berbera, à Tejora. On est revenu, en fait, sur son clan d'origine. Et le Her a été une manière une reformation des grands groupes. Et le Issa est parmi les groupes qui se sont constitués à cette époque-là. Mémoire d'un continent.
Ali Moussaïe est notre invité d'aujourd'hui au sujet d'un livre qui révèle énormément de choses sur le passé des peuples somalis, mais aussi pose des questions aux autres peuples du continent. Il s'appuie en particulier sur les récits oraux. Je ne dirais pas la tradition orale parce que c'est un mot qui quelquefois n'est pas très bon. Vous parlez de littérature orale et c'est vrai que quand on lit un certain nombre de proverbes, j'allais dire, ou d'adages que vous citez, on est surpris par leur profondeur. Par exemple, la loi est la loi, mais n'oublions pas le règlement à l'amiable. Et une autre citation que vous nous donnez, la communauté prospère dans l'amour et la réconciliation et se détruit dans la haine et l'esprit de vengeance. Il y en a encore une qui est intéressante de ces citations. Témoigne contre ton propre frère, mais après, aide-le à payer les peines de dédommagement. Et dans cette période où d'aucuns évoquent soi-disant le clash des civilisations, il y a encore cet autre, combat l'infidèle, mais reconnaît-lui tous ses droits. Alors il y a là donc un corpus de littérature extrêmement riche, et donc on peut dire que, alors qu'est-ce qu'on dira, que de là on peut tirer un code pénal, une sorte de série de lois, mais en même temps les textes disent bien qu'il y a la loi, mais il y a aussi, on pourrait dire, l'esprit de la loi. Oui, tout à fait. D'abord, je voulais dire il est intéressant de voir que le Her, ce corpus de connaissances parfois très techniques, ont été conservés et ont pu traverser le siècle dans la poésie somalie, dans les règles très strictes et dans le rythmique de la poésie somalie. Comme quoi la poésie peut devenir un moyen d'archivage d'un savoir. Oui, alors on voit les proverbes que vous avez cités nous montrent la société des droits qu'était la société Issa. Le fait même de reconnaître à l'ennemi celui qu'on doit combattre, ses droits est quelque chose de très fort. Le fait de comprendre de voir qu'il y a la loi qui est stricte, qui doit être appliquée, mais que si cette loi-là, parfois, elle est trop rigoureuse, on peut avoir un règlement à l'amiable. Et ce qui est intéressant, les fondateurs du Her étaient conscients de ces deux aspects. La rigidité de la loi qui doit être appliquée telle, et à côté, développer tout un savoir-faire pour régler les conflits. Par exemple, quand il y a une affaire qui est instruite, la première question qu'on demande aux deux parties, est-ce que vous voulez régler les choses selon le Her ou est-ce que vous voulez le régler à l'amiable? Si on dit on veut le régler selon le Her, ça veut dire on va utiliser la loi du précédent. Après, votre affaire, on va regarder est-ce que c'est une affaire qui est nouvelle et pour lesquelles il faut innover, ou c'est une affaire qui a déjà été jugée, et si c'est une affaire qui a déjà une similarité d'une affaire d'avant, on va choisir le jugement. Et là, vous n'avez pas le droit de dire ou de non, c'est pas cela ou je suis pas d'accord. Mais si vous voulez l'arrangement à l'amiable, là, c'est vraiment la sagesse, le bon sens de gens que vous auriez choisi pour être votre avocat qui vont régler. Donc, on voit bien la rigueur avec laquelle ce contrat a été fait. Alors, ce contrat, je l'appelle contrat sociopolitique parce qu'il couvre vraiment l'ensemble. C'est un code pénal d'abord. Un code pénal qui décrit tous les types de délits, les délits de sang, les délits, mais aussi les délits qui touchent à l'honneur, à la dignité de l'individu, et tous les délits qui touchent au vol et à l'expropriation des biens. Donc c'est un code pénal, mais c'est aussi une constitution politique qui décrit les rapports des différentes instances et institutions, le roi, l'Assemblée, le tribunal, le Conseil constitutionnel. Il y a un Conseil constitutionnel qui, lui, ne tranche pas, ne s'occupe pas de la vie courante, mais qui veille à la constitutionnalité des décisions des sages. Et enfin, le Her comprend tout ensemble de littérature, ce que j'appelle un code de conduite sociale, qui dit comment il faut être un gentleman, comment on dit, gentilhomme dans le Her. Donc, il est tout cela. Et ce qui m'a étonné, c'est sa rigueur. Et la rigueur de la classification. Dans ma recherche, quand je parlais avec ces anciens qui me décrivaient le Her, j'ai été vraiment frappé. Je venais des jeunes étudiants qui a été formés à la méthodologie de l'enquête scientifique. J'ai été frappé par leur rigueur intellectuelle et comment ils répondaient de manière méthodologique
et philosophiques, et parfois je dirais même idéologiques, pour étayer leur argument. Et je voyais que derrière ça, il y a toute une réflexion intérieure qui a amené à la construction de ce Her. Ali Moussaïe, cette institution, vous le disiez, remonte probablement au XVIe siècle. Ça, c'est un point de départ qui est établi. Elle a traversé des siècles par la poésie et la littérature orale. Elle continue de vivre aujourd'hui, mais elle est née dans le cadre d'une société rurale et pastorale, dans une région qui aujourd'hui, hélas, a été bouleversée par tellement les découpages de frontières de l'époque coloniale, les indépendances, les conflits, la sécheresse, enfin toutes ces catastrophes, parfois naturelles, mais le plus souvent politiques. Est-ce que tout cela mis en place avec l'urbanisation, notamment des jeunes, est-ce que ça ne remet pas en cause, disons, la pratique de ces règles, même si l'esprit, la littérature reste ancré dans la culture? Oui, bien sûr. L'urbanisation et l'afflux, l'exode rural, l'afflux de populations pastorales dans les villes a changé la donne. Mais je dois dire que le Her a trouvé une nouvelle vie dans les quartiers populaires des villes, dans les bidonvilles. En fait, par exemple, à Djibouti, il y avait un grand bidonville qui est aujourd'hui maintenant devenu une ville presque à côté de Djibouti, Balbala. Pendant longtemps, il y avait quelques policiers. Tout le reste, c'est réglé par le Her. Et jusqu'à maintenant, dans les villes, les gens préfèrent faire appel au Her pour régler, par exemple, tous les litiges entre les individus, plutôt qu'aller au tribunal moderne où on connaît les lenteurs, on connaît aussi les défaillances et tout cela. Donc, le Her, contrairement peut-être à d'autres codes en Afrique qui existaient et qui ne sont plus utilisés, il est encore vivant, il est encore opérationnel. Cependant, bien sûr, il n'a pas lui-même échappé aux mutations éthiques, aux mutations morales qui traversent la société. Et effectivement, aujourd'hui, il arrive que le Her ne soit pas appliqué avec la même rigueur et surtout avec la même équité qu'avant, et que ceux qui participent aux décisions ne soient parfois, je dirais, intéressés plus par les avantages qu'ils pourraient avoir que la dignité ou l'honneur qu'ils pouvaient avoir comme avant. Donc, il y a un changement, mais cependant, je dois dire qu'il résiste finalement à beaucoup plus qu'on ne le pensait. Parce que les gens ont compris son aspect pratique et opérationnel. Donc, on fait appel encore au Her, et pour des questions même parfois modernes, c'est-à-dire des questions d'assurance. Même parfois avec parfois des décisions incroyables. Et là, je voulais juste raconter une histoire intéressante. Il y avait un entrepreneur occidental, italien, qui travaillait à Djibouti, qui a eu un accident de travail. Quelqu'un qui travaillait dans une bétonneuse était mort. Alors, se croyant malin, il s'est dit, si je vais devant le tribunal avec l'accident de travail, j'aurai beaucoup à payer, je vais prendre la coutume, je vais faire appel à la coutume. Il a dit, allez, réglons cette affaire selon la coutume. Alors, la coutume, on a dit, ok, tu veux ça? D'accord, on va s'asseoir. On a appelé les sages. Première chose, premier jour, on a dit, avant même de commencer une affaire, quand il y a crime, quand il y a mort, on doit donner l'arme de crime à la famille de la victime. Et l'arme de crime, cette fois-ci, était une grosse machine qui coûtait des millions. Et il a dit, non, il a fait marche arrière, il a préféré retourner à la justice moderne. Voilà, parfois, il peut y avoir des dérives, il peut y avoir parfois des incohérences même, mais je crois que le Her aujourd'hui a l'avantage de continuer à vraiment aider et régler les problèmes interpersonnels, intergroupes, dans les villes même, aujourd'hui. Voilà donc le Her Issa, une philosophie morale, un corps de règles, un ensemble de proverbes et d'adages et une littérature orale extrêmement fameuse, extrêmement belle, qui nous ouvre donc très positivement sur cette question du caractère endogène de la démocratie en Afrique et donc de la possibilité pour les Africains d'inventer leur propre manière d'être démocratique. Merci à Ali Moussaïe qui a été notre invité aujourd'hui, auteur du livre Le verdict de l'arbre, Mémoire d'un continent, émission réalisée par Olivier Raoul.